Bonjour à tous et bienvenue. Je vois que vous nous rejoignez au fur et à mesure. Donc, je vous laisse patienter quelques secondes avant de débuter, le temps que tout le monde réussisse à se connecter. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Bon, j'espère que vous avez mangé, sinon, on va pas vous dégoûter de manger si vous n'avez pas mangé encore. Non, mais au contraire, on va revenir à l'essence de l'alimentation. C'est parfait. Bienvenue à tous. Écoutez, il est bientôt 13h01, donc je vous propose que nous commencions. Donc, bonjour et bienvenue, je suis Marion Revolon, chargée de projet en prévention et en promotion de la santé pour la Mutualité française Pays de la Loire. J'ai le plaisir de vous accueillir, que vous soyez adhérents mutualistes, citoyens ou professionnels intéressés par le sujet de l'alimentation et de la santé. L'alimentation industrielle a pris une place dans notre vie très importante aujourd'hui. En effet, elle a un côté pratique quand nos rythmes de vie sont intenses. Et pourtant, consommée régulièrement, elle peut avoir des effets sur notre santé. Souvent trop grasse, trop salée, trop sucrée et comprenant de nombreux additifs alimentaires. Elle peut être à l'origine de surpoids, de maladies cardiovasculaires et de risques de cancer. C'est donc pour mieux comprendre aujourd'hui ce qu'est l'alimentation ultra transformée, mais aussi ses impacts sur la santé en général, et pour nous aider à faire des choix favorables pour notre santé et notre environnement, qu'on vous propose aujourd'hui cette rencontre. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Anthony Fardet. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, donc il va pouvoir nous parler de ce sujet et répondre à vos interrogations également. Avant de vous laisser la parole, juste un petit mot sur l'utilisation de la plateforme Zoom. Vos micros et caméras sont coupés. Par contre, vous pouvez poser vos questions ou interagir dans l'onglet questions-réponses. Et je vois que déjà des personnes nous ont glissé un petit bonjour. Donc, bonjour à vous. Donc, tout du long de cette intervention, vous pouvez poser vos questions. Et en fin de séance, on prendra un temps de 10-15 minutes. Je les relayerai à M. Fardet pour qu'il puisse y répondre. Donc, nous allons d'abord commencer par une intervention de 40 à 45 minutes. Et moi, je vous retrouve à la fin de cette intervention pour vous poser les questions, si c'est bon pour tout le monde. Okay. Monsieur Fardet, je vous laisse la parole. Je vais partager mon écran. Merci beaucoup. Hop. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Impeccable. Ok, super. Commençons. Merci à tous. Je suis Anthony Fardet, ingénieur agroalimentaire de l'AgroParisTech et docteur de l'Université d'Aix-Marseille en nutrition humaine. Et j'exerce dans la recherche publique depuis 23 ans à l'interface alimentation-santé, avec un focus sur transformation des aliments, impact sur le potentiel santé de l'aliment et l'effet matrice dont je vous parlerai qui est fondamental. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation ultra transformée à l'alimentation santé. Vous pourrez trouver, pour ceux qui veulent aller plus loin, donc j'ai publié 2 ouvrages grand public, un premier en juin 2017, qui est toujours valable évidemment, Halte aux aliments ultra transformés mangeons vrai, et mon deuxième, qui est la suite, pareil, le 25 novembre, Pourquoi tout compliquer, bien manger, si simple. Donc, je vais aussi essayer de vous montrer dans cette présentation qu'en fait, de bien manger pour la santé planétaire et humaine, c'est d'une simplicité en fait enfantine, et qu'on a tout compliqué malheureusement par une approche qu'on appelle de réductionniste. Et donc, voilà. Donc, je suis chargé de recherche en alimentation préventive, durable et holistique. Ce sont les 3 mots-clés qui caractérisent mes recherches. Préventif, c'est pour vivre longtemps, mais en bonne santé. Or, aujourd'hui, on vit longtemps, mais pas en bonne santé longtemps. L'espérance de vie en bonne santé n'est que de 64 ans, et elle était de 64 ans dans les années 80. Donc, elle n'a pas évolué. Donc, on vit de plus en plus longtemps, mais malade. Durable, parce qu'il faut manger non seulement pour sa santé, mais celle de la planète. Et évidemment, les deux sont tout à fait compatibles. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est prouvé scientifiquement.
Et holistique, c'est vraiment le mot le plus fort, celui qui caractérise mes recherches. On n'est pas très nombreux. On est plutôt dans une recherche académique en nutrition qui est très réductionniste. Et donc, voilà, moi, j'ai voulu revenir à l'essence de cette discipline parce que l'alimentation est d'abord holistique, c'est-à-dire globale en fait. C'est une discipline multidimensionnelle qui fait intervenir des dimensions culturelles, religieuses, bien-être, environnemental, santé, plaisir, partage humain. Et on va voir que la science, qui a été utile un certain temps aujourd'hui, malheureusement en nutrition, n'est plus utile et crée plus de confusion qu'autre chose. Alors, je vais commencer par un petit graphe d'intro sur ce que c'est que l'alimentation préventive pour bien comprendre l'espérance de vie en bonne santé. Donc, sur cette graphe, vous voyez, vous avez une courbe concave, c'est-à-dire une montée, enfin une courbe en cloche, tout simplement, une montée, un optimum et une diminution. Donc, en fait, cette courbe, c'est celle que suivent les 4 grandes fonctions de l'organisme humain, qu'on retrouve partout dans votre corps, le système nerveux, vasculaire, osseux et musculaire. Donc, si vous voulez, vous avez une période de croissance pendant la puberté et l'adolescence, un optimum et un déclin qui est naturel avec l'âge. Donc, le déclin est naturel, c'est important, mais si on a un optimum très élevé, le déclin, vous voyez, va coïncider tardivement avec la maladie. Et même parfois, on peut mourir en bonne santé. C'était le cas de mon grand-père qui est mort à 98 ans en bonne santé, c'est-à-dire sans maladie chronique ou d'affection longue durée. Et ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est que l'optimum atteint n'est pas le plus élevé. C'est la courbe rouge en pointillé. Le déclin a toujours lieu, mais comme l'optimum est bas, le déclin va rencontrer ici, vous voyez, il va rencontrer la maladie plus tôt. Et donc ici, vous avez l'espérance de vie en bonne santé. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle la morbidité ou l'espace de vie en mauvaise santé pendant lequel on est malade, qui est de 19 ans en France, donc c'est quand même considérable. Vous voyez l'enjeu finalement, et c'est ça pour ça que je vous présente cette diapo pour l'alimentation préventive, c'est d'atteindre l'optimum le plus élevé. Et donc toute l'alimentation préventive devrait se faire de la grossesse à cet optimum, c'est-à-dire à la fin de la croissance. Et donc, au lieu de tout miser sur le curatif comme on le fait, mais les mutuelles sont bien placées pour le savoir, en France, on mise tout sur le curatif, ce qui est une erreur à mon avis. On devrait tout miser dans cette première phase de croissance pour que la question qu'on se pose ne soit plus on manque de lits d'hôpitaux, mais la question qu'on devrait se poser, c'est on va les diminuer et par quoi va-t-on remplacer ces lits d'hôpitaux en trop? C'est à ça qu'on devrait arriver normalement. Voilà pour l'alimentation préventive. Alors, une petite partie un peu conceptuelle et philosophique, mais qui est fondamentale. Je suis obligé de passer par là, sinon on ne comprendra pas l'ultra-transformation. Et la règle des 3 V qu'on a développée dans notre laboratoire pour vrai végétal varié. Juste un petit mot sur le réductionnisme, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très compliqué. L'idée du réductionnisme qui vient de René Descartes, le cartésianisme, c'est de dire qu'un système complexe, par exemple un aliment, c'est trop compliqué de l'étudier dans sa complexité. Donc, on va le déconstruire, on va étudier les parties séparément. Donc, c'est ce qu'on a fait avec l'aliment, on a étudié les nutriments séparément, un par un, et est née la science de la nutrition, qui a utilisé les techniques des sciences physiques, qui étaient plutôt réductionnistes, et d'où on va donc trouver la calorie, qui vient de la physique, la calorie, de la chimie, de la physique. La calorie alimentaire, on parlait de calories à l'époque, notamment pour les moteurs, etc. Et donc, on va déconstruire l'aliment. Donc, en 1850 naît la nutrition, le premier stade de réduction de l'alimentation. Et on va découvrir les lipides, les glucides, les protéines, les fibres, les minéraux, les vitamines. Bon, les vitamines, première partie du XXe siècle, va permettre de sauver de nombreuses vies pour lutter contre les déficiences comme le beriberi, le scorbut, le rachitisme, le marasme, entre autres. Donc, jusque-là, tout va bien. Le problème, en fait, et qu'on a décelé et qu'on a publié en 2014 dans l'article en bas, c'est qu'une fois qu'on a caractérisé les nutriments de l'aliment et qu'on veut revenir à l'aliment de départ, pour caractériser l'aliment de départ, eh bien, quand on revient en arrière, on a tendance à faire 1 + 1 = 2, c'est-à-dire l'aliment est une somme de nutriments. Et ça, c'est faux. L'aliment n'est pas une somme de nutriments, c'est beaucoup plus que cela. Donc, on a tendance à faire cette équation 1 + 1 = 2, qui est erronée. Et dans les sciences de la vie, 1 + 1 n'est jamais égal à 2, par le principe de synergie, par un principe holistique de synergie. Et cette équation 1 + 1 = 2 va donner les scores de composition qui sont utilisés dans le monde entier comme outil préféré de santé publique pour les emballages alimentaires, mais qui ont des bases scientifiques vraiment très discutables d'un point de vue philosophique et selon l'approche holistique, et qui est donc finalement erroné quelque part, mais j'y reviendrai.
Et donc, cette pensée qui dit que l'aliment n'est qu'une somme de nutriments, bah, après tout, si c'est qu'une somme de nutriments, on peut déconstruire l'aliment et isoler ses parties. C'est ce qu'on fait avec les isolats de protéines, les sucres, les sirops de glucose, les isolats de fibres. Donc, on peut déconstruire l'aliment à l'extrême et recombiner toutes les parties avec moult additifs, ce qui va donner des aliments ultra transformés. Donc, vous voyez d'où vient l'aliment ultra transformé. Il vient vraiment de cette pensée très réductionniste, hein, ultra réductionniste extrême, basée sur cette équation fausse 1 plus 1 égale 2. Et ces aliments sont associés aux maladies chroniques et à une mortalité précoce. Donc, si vous voulez, la pensée ultra-réductionniste génère de la maladie. Ça, c'est une idée très forte à retenir et qu'on va retrouver dans d'autres domaines, hein, comme l'agriculture intensive ultra-réductionniste, l'élevage intensif ultra-réductionniste, qui génère de la maladie. Dans l'intensif, on utilise de plus en plus d'antibiotiques, il y a les grippes aviaires. Et dans les monocultures intensives, on utilise des pesticides à foison. Donc, on est bien dans cette logique que de casser les liens du système génère de la maladie. Donc, vous comprenez qu'on ne va pas pouvoir utiliser le même logiciel de pensée pour prévenir les maladies, puisque l'ultra-réductionnisme les a générés. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec les scores de composition. C'est le même logiciel. Et donc, la conclusion est assez simple. On ne va pas, non seulement on ne va pas prévenir les maladies chroniques, mais on va aggraver la situation. Donc, il faut un logiciel de pensée, on va dire complémentaire, supplémentaire, mais fondamental, qui est l'essence même de l'alimentation, c'est le logiciel holistique, qui est représenté ici tous très simplement par cette parabole des aveugles et de l'éléphant. Donc, dans l'holisme, c'est de dire que le tout est plus que la somme des parties, tout simplement. Ça vient du grec holos, qui veut dire entier, qu'on retrouve dans hologramme, une image, dans sa complexité, dans son entièreté. Donc, dans les sciences de la vie, 1 plus 1 est toujours supérieur à 2 en vertu du principe de synergie. Alors, des fois, ça peut être 1 plus 1 est inférieur à 2 quand il y a antagonisme. Par exemple, quand des facteurs antinutritionnels piègent les minéraux, vous connaissez sans doute ça, on a de l'antagonisme. Donc, dans ce cas, pour simplifier, on peut dire que 1 plus 1 est inférieur à 2. Et donc, vous voyez, c'est un serviteur aveugle qui demande à ses... C'est un roi qui demande à ses serviteurs aveugles de décrire l'animal devant eux, qu'ils ne connaissent pas. Vous pouvez remplacer l'éléphant par un aliment et les serviteurs aveugles par des chercheurs réductionnistes et spécialisés. Donc, on va juste prendre un exemple. Par exemple, vous voyez ce serviteur qui touche la queue qui est longiligne. Bien, à partir de la queue, il essaye de généraliser l'ensemble. Donc, il pense que l'animal est longiligne, ce qui est faux, évidemment. Mais c'est le raisonnement qui est à la base des scores de composition. Et en fait, ici, c'est un peu comme si on avait un chercheur des glucides et qui généralisait l'aliment en glucides. L'aliment est beaucoup plus que cela. Et rappelons que tous les aliments fournis par la nature sur la planète, c'est plus de 26 000 composés bioactifs différents. 26 000. Et donc, pour avoir une image holistique, il aurait fallu qu'ils se parlent entre eux. Et on retrouve cette généralisation abusive et dangereuse, par exemple, quand on dit les produits laitiers, c'est le calcium, la viande, c'est les protéines, les agrumes, c'est la vitamine C. Vous voyez, on généralise l'aliment et son potentiel santé à un nutriment. Et c'est dangereux parce que ça laisse à penser que les autres aliments n'en contiennent pas. Et ainsi, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de protéines dans les produits végétaux et que la seule source de calcium, c'est le lait. Donc, c'est une approche très rentable de mettre l'accent sur une partie de l'aliment pour vous vendre l'aliment dans son entier. Et c'est très utilisé dans l'ultra-transformation, où on vous met régulièrement enrichi en minéraux, fibres, vitamines, allégé en gras, sucre, sel. Donc, vous vous dites, c'est bon pour la santé, mais l'ensemble est ultra-transformé et il ne faut surtout pas y aller. Donc, vous voyez, ce réductionnisme, on détourne votre regard sur une partie de l'ensemble et vous oubliez de regarder l'ensemble. Et c'est pourtant bien l'ensemble qu'il faut regarder. On pourrait résumer cette petite partie philosophico-scientifique, mais qui est pour moi le fond du problème et qui est essentiel, par l'image tout simplement d'un collier de perles. Vous voyez, ce collier de perles, d'un point de vue purement réductionniste, certes, en termes de composition, c'est la même chose que la somme du fil et des perles, en termes de composition. Mais en termes holistiques, vous voyez bien que le fil joue un rôle très important parce qu'il permet de structurer les perles. Et la structuration des perles permet aux perles d'être portées. Donc, on voit que le fil confère une fonction aux perles, celle d'être portée autour du cou. Parce qu'on peut très bien mélanger le fil et les perles de plein de manières différentes et on n'aura pas le même résultat en termes de fonction. Et donc, l'erreur qu'on a fait avec l'alimentation, c'est qu'on a déconstruit des aliments pour isoler les perles et on a jeté le fil. On n'a jamais pensé dans la pensée ultra-réductionniste que c'était le fil le plus important, pourtant. Et c'est ce fil qui joue le rôle essentiel sur la santé avant les nutriments eux-mêmes. Voilà. Et donc, dans l'ultra-transformation, on prend des colliers de couleurs différentes, des aliments différents,
on isole les perles que l'on recombine. Et comme on a acheté le fil, eh bien, on rajoute des additifs pour lier, ce qu'on appelle tout simplement des texturants, des liants ou des émulsifiants qui rejouent le rôle du fil, mais qui créent des interactions nouvelles que notre organisme ne connaît pas. Donc, le potentiel santé de l'aliment, alors je vous enverrai le diaporama pour ceux qui veulent, et puis il n'y aura pas de souci, mais je vais essayer de résumer un peu ça. Vous voyez, donc, le potentiel santé de l'aliment à gauche, en fait, c'est une combinaison, et on a publié ça pour la première fois en 2018, c'est une combinaison de la composition à droite, effet composition, et de l'effet matrice. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que la matrice. Mais aujourd'hui, en nutrition préventive, depuis 60 ans au niveau des pays, on s'est focalisé sur la composition et on a toujours voulu expliquer la relation alimentation-santé par les nutriments, ce qui est une erreur. Il faut l'expliquer par la matrice. Alors, les nutriments, c'est utile, par exemple, pour lutter contre les déficiences, on l'a vu, pour évaluer les besoins nutritionnels du corps humain, c'est très utile et fondamental. Et pour aussi mesurer de quoi est composé un aliment. C'est des connaissances qu'il faut avoir. Mais ça dit très peu de choses sur le vrai potentiel santé de l'aliment. Ce qui en dit beaucoup plus, c'est la matrice. C'est quoi la matrice? C'est deux aliments de même composition, mais qui ont une matrice différente, n'auront pas le même effet sur la santé. Par exemple, une pomme entière a une matrice solide, une structure tridimensionnelle solide, alors que l'équivalent sous forme de jus ou de compote, à composition identique, par exemple pour la purée de pommes, n'aura pas le même effet parce que d'abord, la matrice sera, on parle de visqueuse, semi-solide dans le cas de la purée de pommes. Et donc, ça va avoir des effets différents. Ça va augmenter l'index glycémique, vous allez absorber plus de sucre et ce sera moins rassasiant parce que vous allez moins mastiquer. Donc, la matrice est fondamentale et je vous rappelle que si on a des dents, c'est pour la matrice. Donc, le premier acte alimentaire est lié à la matrice et donc il est fondamental. Sinon, on n'aurait pas de dents. Et je rappelle aussi que votre processus de digestion, retenez bien ça, à quoi sert la digestion? Elle n'est pas liée aux nutriments. La digestion sert à déconstruire la matrice alimentaire, justement pour extraire les nutriments et qu'ils puissent être absorbés. Mais toute la digestion, c'est fait pour déconstruire les matrices. Vos enzymes digestives vont casser progressivement les matrices. Donc, vous voyez que la matrice est essentielle et qu'on doit se focaliser là-dessus et que les maladies chroniques ne sont pas un problème de composition des aliments, puisqu'aucun aliment n'est équilibré nutritionnellement, mais c'est lié à la dégradation des matrices, parce que cette matrice joue un rôle donc, sur mastication, satiété, et donc régulation de la prise alimentaire, qui est fondamentale. Et justement, dans les matrices ultra-transformées, on va déréguler la prise alimentaire par une matrice ultra-modifiée. Ça joue un rôle sur le transit digestif. Une matrice liquide va beaucoup plus vite dans le tube digestif qu'une matrice solide. La sécrétion hormonale, la fraction des nutriments qui est réellement utilisée par l'organisme. Et donc, vous voyez bien que les tables de composition alimentaire ne disent rien de tout ça. Donc, elles sont très peu utiles pour la santé, finalement, à part de définir les besoins nutritionnels. Et la synergie dont j'ai parlé. Alors, c'est quoi la synergie? Vous avez plusieurs composés qui agissent de concert pour protéger. Donc, l'idée d'isoler un nutriment d'un aliment et de le remettre à forte dose de manière artificielle dans un aliment ultra transformé, eh bien, ce composé bioactif n'aura plus du tout le même effet parce qu'il n'est plus en synergie avec les autres composés. Ça a été notamment très bien montré avec les antioxydants, notamment dans les céréales. Donc, vous voyez que cette matrice est fondamentale et on devrait, en termes de recommandations alimentaires, se focaliser sur la matrice, mais le réductionnisme a oublié cela. Et pourquoi la transformation est fondamentale? Donc, vous voyez, on vient à la transformation, bien parce que la transformation modifie d'abord les matrices. La composition, c'est vrai, mais d'abord les matrices. Et donc, les conséquences sont gigantesques, c'est-à-dire que les nutriments, les calories dans vos aliments ne sont pas interchangeables d'un aliment à l'autre. 500 kilocalories de lentilles, bouillies, cuites, n'a rien à voir pour la santé avec 500 kilocalories de soda ou d'un hamburger. Donc, vous ne pouvez pas remplacer un nutriment d'un aliment à l'autre en vertu de leur environnement matriciel. Donc, ce qui compte, c'est la qualité matricielle des nutriments. C'est ça la santé. Ce n'est pas les nutriments, mais leur qualité matricielle. Pour résumer ça, et puis je vais terminer sur cette partie théorique, philosophico-scientifique et théorique, mais qui était fondamentale pour comprendre la suite. Ici, par exemple, vous avez un aliment, les points noirs, c'est les nutriments, et qui sont liés entre eux par des interactions plus ou moins fortes. On va dire que cette matrice alimentaire est préservée, peu transformée. Voilà, elle est transformée, mais pas trop. Bien, dans ce cas, les nutriments sont bénéfiques pour la santé. Par contre, si vous, à composition identique, si vous ultra-transformez cette matrice, donc vous allez casser des liens, vous allez créer des nouveaux liens avec des additifs, et vous allez même rajouter
des nutriments sans matrice, comme du sucre, du sel, du gras. Notamment, le gras et le sucre ne posent pas de problème en tant que tels, mais dans le fait que, comme on les ajoute, ce sont des nutriments sans matrice. On parle de acellulaires ou amatrix nutrients, c'est-à-dire des nutriments sans matrice ou acellulaires. Et c'est là le cœur du problème, c'est qu'en fait, ils posent problème parce qu'ils n'ont plus de matrice. Mais quand ils sont dans une matrice comme dans des fruits entiers, eh bien, le sucre devient protecteur, c'est-à-dire que les consommateurs réguliers de fruits sont à risque réduit de diabète. Par contre, quand c'est du sucre ajouté dans des matrices ultra transformées, à composition presque identique, eh bien, le sucre, au contraire, là, entraîne un risque accru de diabète. Donc, le diabète n'est pas une maladie du sucre, mais une maladie de matrice dégradée. Donc ça, c'est très important. La matrice gouverne. Les nutriments ne font qu'obéir à l'image d'une diligence. Le coche, c'est la matrice. Les chevaux, c'est les nutriments, mais c'est le coche qui contrôle les chevaux. S'il n'y a plus de coche, parce qu'il est dégradé, eh bien, les chevaux partent dans tous les sens. Chaque nutriment fait un peu ce qu'il veut. Les vitesses sont modifiées. Et là, ça devient délétère. Et donc, vous voyez le réductionnisme, pour conclure, vous voyez comment on a réduit une discipline qui est multidimensionnelle, humaniste, partage, bien-être, santé, plaisir, tradition culinaire, religion, etc. On l'a réduit à la science de la nutrition et des nutriments. On l'a transformé. On a déconstruit 3 dimensions matrices, le partage du repas, car ce sont des aliments qui se mangent de manière isolée, et l'acte de cuisiner. On est passé ensuite au repas en poudre et on a déconstruit une dimension supplémentaire, c'est-à-dire que cette fois-ci, on ne mastique plus. Et si on laisse cet ultra-réductionnisme délétère à l'œuvre, eh bien, on vous donnera des gélules qu'on avalera en devant un écran pour repas. Alors, elles seront peut-être Nutri-Score A, mais pour votre santé, ce ne sera pas du tout la même chose que des vrais aliments, bien évidemment. Donc, on est passé ainsi de la slow à la fast-food. La fast-food étant finalement une idée qui est très liée au réductionnisme, de vouloir toujours tout optimiser, et qui vient des pays anglo-saxons, pour qui l'acte alimentaire, notamment à table dans l'entreprise, était une perte de temps, de passer 1 heure à table et de discuter avec les gens, c'était pertinent. Donc, on a voulu rentabiliser l'acte alimentaire, et la fast-food s'est imposée, a été exportée dans le monde entier. Et voilà, maintenant, au lieu de passer 1 heure à table avec des vrais aliments et avec des gens, eh bien, on mange en 5 minutes, voire même en 1 minute. C'est un repas reconstitué en poudre de manière isolée devant un écran. Voilà, c'est ça le réductionnisme. Et donc, vous voyez qu'il faut lutter contre cette tendance. Et donc, c'est quoi un aliment sain? C'est sans doute la diapo la plus importante. Ce n'est pas du tout un aliment équilibré nutritionnellement, ce qui n'a aucun sens scientifique, puisque aucun aliment n'est équilibré nutritionnellement, à part le lait maternel. Je rappelle qu'il y a plus de 26 000 composés bioactifs fournis par la nature. Et qu'on dit de manger varié. Si on vous dit de manger varié, c'est bien parce qu'aucun aliment n'est équilibré nutritionnellement. Sinon, il suffirait de manger le même aliment toute sa vie sur toute la planète. Non, un aliment sain, c'est l'aliment le moins transformé possible, avec la meilleure qualité matricielle. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, quand on choisit un aliment, on ne le choisit pas sur sa composition, mais sur sa qualité matricielle. Et le seul indicateur que l'on ait, c'est la liste des ingrédients. Donc, je vous propose de ne pas regarder la composition, mais la liste des ingrédients, qui est le véritable indicateur de la qualité de votre aliment. Alors, on en vient aux ultra transformés. Pour être malade à crever comme ça, il a dû se goinfrer d'aliments ultra transformés. Même pas, il a juste lu la liste des ingrédients qu'il y a dedans. Donc, ça résume assez bien ce que c'est qu'un ultra transformé de manière humoristique, ce qui est la vocation de ces dessins. Brièvement, l'histoire de la transformation, pour vous montrer comment je transformais depuis la nuit des temps et comment je suis aussi industriel depuis très longtemps. Ça fait plus d'1,5 million années qu'on consomme des aliments transformés quand on est passé du cru au cuit. Ensuite, deuxième grande transition, on est passé du paléolithique au néolithique, des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs-éleveurs. Ensuite, des aliments traditionnels et industriels avec l'invention de la machine à vapeur en Angleterre et de l'apertisation avec Nicolas Appert en 1795. C'est Napoléon qui lui avait demandé un aliment qui se conserve longtemps pour les soldats. Donc, vous voyez, on mange des aliments industriels depuis plus de 2 siècles et on mange transformé depuis plus d'1 million d'années. Donc, le problème n'est pas dans la transformation, ni dans l'industrialisation, ni dans les aliments industriels, mais plutôt la question que nous, on se pose en tant que scientifiques, c'est quel est le degré de transformation, le degré qui est acceptable pour la santé humaine et planétaire. Et la réponse, on l'a aujourd'hui, ce degré qui n'est pas acceptable, c'est l'ultra-transformation, qui est cette dernière transition qui est récente
et qui est la plus nocive des quatre. Les trois premières ont plutôt été positives pour l'humanité. On est passé de l'industriel transformé à l'industriel ultra transformé avec le cracking alimentaire. Et c'est totalement parallèle et concomitant avec l'explosion des maladies chroniques dans le monde et la stagnation de l'espérance de vie en bonne santé. Aujourd'hui, on est en train de démarrer une 5e transition auquel, j'espère, on sera très nombreux à participer pour une alimentation plus durable. Alors, d'où vient le concept d'ultra transformé? Ça vient de Brésiliens en 2009 qui ont publié pour la première fois ce concept-là. Ils sont observés dans les cuisines qu'il y avait 4 groupes d'aliments de manière très empirique. C'est vraiment une approche très empirique, c'est-à-dire qu'il part du réel, contrairement aux scores de composition, qui sont des approches qu'on qualifie d'hypothético-déductives et qui sont très théoriques et qui partent des laboratoires. Donc là, on part du réel et vous pourrez faire l'exercice ce soir dans vos cuisines. Donc, vous avez des aliments peu ou pas transformés, auxquels on n'ajoute rien. On va trouver tous les produits frais, évidemment. On va trouver les yaourts nature, par exemple. Des ingrédients culinaires dans les placards qu'on ne mange pas tels quels et qui sont utilisés depuis la nuit des temps. Donc, le sel, le sucre, le beurre, les épices, la crème, etc. Et quand vous ajoutez des ingrédients au groupe 1, vous avez les aliments normalement transformés qui sont aussi utilisés depuis la nuit des temps pour améliorer le goût et la conservation. On va trouver des fromages qui sont du sel et du lait, donc le sel, un ingrédient culinaire, le pain, les charcuteries traditionnelles, les plats qu'on fait à la maison, les plats des terroirs, et puis un tiers des aliments industriels. Et puis, ils ont remarqué un 4e groupe qui n'avait jamais été identifié et défini scientifiquement, les ultra transformés, qui ressemblent au groupe 3, mais avec des listes d'ingrédients 2 à 3 fois plus longues. Et ces ingrédients n'étaient pas communément utilisés en cuisine. Ils les ont appelés ingrédients et additifs purifiés cosmétiques qui viennent du cracking alimentaire, d'origine principalement industrielle. Donc, retenez bien le mot cosmétique. Donc, c'est une grande révolution car pour la première fois au monde, notamment dans la recherche académique, on ne classe plus les aliments selon leur composition ou les groupes botaniques, mais on dit que la relation alimentation-santé est d'abord gouvernée par le degré de transformation de l'aliment, ce qui est une vraie révolution. Parce que vous voyez, avant, on utilisait 4 types de traitements technologiques pour faire simple, que vous pouvez utiliser aujourd'hui en cuisine et aussi au niveau industriel. Les traitements thermiques, classiques, mécaniques, fermentaires, alcooliques comme les boissons, le fromage, la choucroute, et l'ajout d'ingrédients culinaires pour conserver. On a longtemps sucré, salé pour conserver. Mais après-guerre est apparu le cracking, où on va beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, d'où le mot ultra. On déconstruit l'aliment dans ses briques élémentaires. C'est ce qu'on va appeler les marqueurs d'ultra-transformation. Et donc, les Brésiliens proposent des pyramides technologiques plutôt que les pyramides alimentaires qu'ils ont évacuées. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas de sens et qui n'ont jamais permis de prévenir les maladies chroniques. Par contre, les pyramides technologiques, pour l'avenir, si elles sont adoptées, permettront vraiment d'avoir un impact fort sur les maladies chroniques. On peut faire un petit exercice ensemble. Par exemple, en bas, ici, vous avez un poisson. Alors, le poisson frais est Nova 1, c'est-à-dire non transformé. On reconnaît le poisson. Les sardines à l'huile, c'est de l'huile, du sel et de l'apertisation. Donc, on est dans transformé et on reconnaît toujours le poisson. Et dans les nuggets de poisson, alors on ne reconnaît plus le poisson du tout. C'est des broyats de chair de poisson. Donc, c'est pour ça que les industriels les refont en forme de poisson pour rappeler aux enfants d'où ça vient. Et dans ces nuggets, vous avez peut-être 100 poissons différents et c'est rarement les parties les plus nobles, évidemment. Et le tout est agrémenté de ces fameux agents cosmétiques ou marqueurs d'ultra-transformation pour redonner une belle apparence au produit, abaisser le coût de fabrication, modifier, corriger des goûts indésirables ou exacerber certains goûts avec des arômes de poisson, ce qui permet d'utiliser moins de poissons. Voilà, ces marqueurs d'ultra-transformation, retenez-les. Je pense qu'on peut les retenir facilement. C'est donc tous les additifs cosmétiques, donc pas les conservateurs ni les antioxydants, ça n'entre pas dans la définition, qui vont modifier goût, couleur et texture. Texturant, colorant, exhausteur de goût, correcteur d'acidité, édulcorant. Les arômes, qui ne sont pas des additifs. Il y en a des milliers utilisés en France. Près de 3000 sont utilisés en France. Alors, arômes de synthèse ou naturel, c'est pareil au même. De toute façon, tout vient de la nature, même la bombe atomique. Donc, le problème n'est pas que ce soit naturel ou pas, puisque le problème, c'est plutôt quel est le degré de transformation de la nature. On en revient toujours au degré. C'est-à-dire jusqu'à quel point on transforme la nature pour que ça ne soit pas délétère pour la santé. Et donc, là, même l'arôme naturel est très transformé. C'est des processus d'extraction, de purification, etc.
Et puis tous les ingrédients ultra transformés, comme les sucres, les graisses, les protéines et les fibres ultra transformées. Alors tous les isolats de fibres dans les steaks végétaux, les isolats de protéines. Alors les sucres, il y en a beaucoup, beaucoup. Sirop de glucose, glucose fructose, polydextrose, maltodextrine, le sucre inverti, l'extrait de malte d'orge, l'amidon modifié, les sucres alcool, etc. Et puis des traitements technologiques très drastiques qu'on retrouve dans les céréales du petit déjeuner pour enfants, vous voyez, ce que j'appelle moi des croquettes pour enfants. Vous voyez, on est très loin du grain d'origine et on va même mettre des couleurs artificielles, on va faire des trous au milieu par cuisson, extrusion ou soufflage. Et en fait, on fabrique des bombes de sucre parce que quand vous avez une cuisson extrusion à ce stade-là, même votre fécule et votre farine, c'est comme du sucre. Et même votre galette de riz blanc soufflé, là, en fait, elle est ultra transformée parce que c'est proche du sucre quand vous consommez, même si c'est bio. La galette de riz blanc soufflé est vraiment à consommer de manière très occasionnelle. Donc, ces aliments ont des emballages très colorés, très flashy. Donc, c'est pour ça que Montero, le fondateur, parlait de malbouffe de très bonne qualité. Très bonne qualité marketing. Et on vous fait croire qu'il est de très bonne qualité nutritionnelle en rajoutant enrichi en minéraux, blé complet, comme sur ces chocs à pic, etc. Donc, on détourne votre regard sur une partie du tout, mais le tout n'est pas bon. Donc, par exemple, là, il y a beau y avoir blé complet enrichi en minéraux, vitamines, il ne faut surtout pas y aller. Et on attire les enfants qui sont très ciblés avec des personnages de l'univers des enfants, ou ici, dans ces céréales en bas, là, très soufflées, cuits extrudés. Donc, on a des matrices éclatées qui se transforment très vite en glucose avec des index glycémiques élevés. Bon, ici, je vous ai mis les marqueurs d'ultra-transformation de ce nuggets de poulet générique, en vert les additifs cosmétiques et en rouge les ingrédients ultra-transformés qui ne sont pas des additifs. On va trouver vous voyez, on trouve des sucres cachés qui normalement, il n'y a pas de sucre dans ces produits. Dextrose, c'est un sucre. Amidon, c'est un sucre. Qu'est-ce qu'on a? Sucre aussi, sucre de table en noir. Et puis, beaucoup d'additifs, 8 additifs, donc avec peu de recul sur l'effet cocktail, évidemment. Les grandes caractéristiques de ces aliments, donc là, vous avez une belle photo de rayons d'ultra transformés. Vous voyez toutes ces couleurs très chatoyantes. Souvent des promotions, des suremballages, parce que ce sont des portions individualisées, un marketing très agressif auprès des enfants. Et puis, retenez ce chiffre. On a calculé sur plus de 20 000 aliments qui sont représentatifs de l'offre en France de supermarchés. Quand vous avez plus de 5 ingrédients, si c'est plus, vous avez plus de 3 chances sur 4 que l'aliment soit ultra transformé. Donc, c'est un indicateur qui n'est pas absolu, mais qui peut vous aider dans vos choix alimentaires. Et le bio, le sans gluten et le vegan n'échappent absolument pas à l'ultra transformé, loin de là. Brièvement, je pourrais envoyer les études pour ceux qui sont intéressés. On a à peu près 75 études épidémiologiques aujourd'hui et toutes vont dans le même sens. On a des risques accrus de toutes les maladies chroniques. Alors, pour les plus connus, on va citer l'obésité, le diabète de type 2, la stéatose hépatique, le foie gras humain, dont on parle assez peu, mais qui est très répandu sur la planète. On pense que 20% de la population adulte mondiale est touchée par la stéatose hépatique. Les maladies cardiovasculaires, dépression, cancer totaux, mortalité précoce. Ça, c'est inquiétant, ce qui peut expliquer que l'espérance de vie en bonne santé n'augmente plus. Et puis l'ADN, qui a été montré comme étant altéré dans 2 études, a confirmé cependant. Et l'hyperactivité, c'est bien démontré avec les colorants chez les enfants. Alors, cette diapo est importante. On va surtout regarder le graphe en haut à droite, là, vous voyez, en bleu et rouge. Donc, ils ont donné un régime ultra transformé en bleu à 10 patients, à 10 volontaires et en rouge non ultra transformé. Et ils ont mesuré les quantités de calories ingurgitées par minute. Et donc, vous voyez en bleu, c'est significatif, ils consomment 56% de calories en plus par minute. Ce qui s'explique assez facilement parce que vous avez des matrices qui se mastiquent moins, qui sont souvent plus molles. D'ailleurs, on dit que nos enfants mangent de plus en plus mou. Regardez les aliments pour enfants par rapport aux adultes qui sont souvent plus friables et plus mous. Le pain de mie est plus mou que le pain. Les fromages pour enfants sont plus mous que les fromages pour adultes. Le soda, c'est liquide. Il y a beaucoup de yaourts à boire liquide. Donc, on consomme finalement, on avale plus de calories. Si vous prenez un jus d'orange le matin ou une orange entière, vous verrez qu'en 1 minute, vous allez consommer au moins 2 fois plus de calories avec le jus d'orange qu'avec l'orange entière. C'est donc presque mécanique et logique. Et ça a été confirmé dans l'étude ci-dessous. Je vous passe les détails, mais ils ont montré qu'avec les ultra transformés, on consomme 2 fois plus de calories qu'avec les peu ou les pas transformés, c'est-à-dire les vrais aliments. Donc, c'est quand même quelque chose qui interroge et qui est un des mécanismes d'explication
de la dérégulation de l'acte alimentaire par ces aliments. Des chiffres à retenir qui peuvent peut-être vous être utiles. Donc, ce chiffre est très robuste. 3 études convergent vers ce chiffre qui ont été publiées dans des journaux scientifiques. 35% des calories en France chez l'adulte sont ultra transformées. C'est-à-dire 1 sur 3, ce qui est quand même considérable. Mais l'enfant est plus ciblé, 46%, ce qui est énorme. Et dans tous les pays où ça a été mesuré, l'enfant est très ciblé, sans doute parce que les industriels aimeraient en faire des clients à vie avec des goûts très standardisés, exacerbés. Et des clients à vie, c'est très, très rentable. Il n'y a rien de plus rentable que de fidéliser une clientèle. Alors, en ce qui concerne le supermarché, on est 1 aliment sur 2 si on prend en compte le frais et le vrac. Et si on prend que les étiquetés emballés, c'est 2 aliments sur 3 qui sont ultra transformés. En magasin bio, 1 aliment sur 2 étiqueté emballé est ultra transformé. Enfin, pas en magasin bio, pour les produits bio qui sont vendus en magasin à la fois bio et conventionnel. Donc, c'est quand même beaucoup. Et si on prend en compte le frais et le vrac, c'est 27%, c'est-à-dire à peu près 1 sur 4. Donc, le bio n'échappe pas à l'ultra transformé. Et pour ceux que ça intéresse, mardi prochain sur France 5 à 21h, il y a un reportage d'1 heure sur la malbouffe et le bio. Et donc, ils sont venus m'interviewer il y a à peu près 1 an au laboratoire. Et donc, vous verrez, j'interviendrai dans ce reportage sur France 5 à 21h. Et je pense que ça peut vous intéresser de voir comment le bio a été rattrapé par la malbouffe. Donc, pour résumer, vous voyez, si on consomme en excès du sucre, du sel et du gras, c'est vrai, mais il faut s'intéresser à la cause principale de cela. Et la cause principale, ce sont bien des matrices dégradées et artificialisées. Alors, évidemment, les effets, mais il ne faut pas se focaliser sur les effets, il faut toujours se focaliser sur les causes si on veut des changements et non pas sur les effets. Ça entraîne des excès, évidemment, de sucre, les gras de mauvaise qualité, des index glycémiques élevés, moins de rassasiement, moins de micronutriments protecteurs, moins de synergie, des effets potentiels cocktails des additifs, etc., des perturbateurs endocriniens, etc., ce qui entraîne évidemment les maladies chroniques. Quelques mots sur SIGA. Alors, SIGA, c'est une application auquel j'ai participé depuis 4 ans et qui a une application gratuite sur téléphone, smartphone, que vous pouvez télécharger en 30 secondes pour identifier les ultra transformés. Parce que si on se base sur les scores de composition, plus de 50% des produits étiquetés Nutri-Score AB sont ultra transformés. Précisément 56,5%. Donc, plus d'1 aliment sur 2 bien noté est ultra transformé. Or, les ultra transformés sont associés à des risques accrus de maladies chroniques. Donc, il faut remédier à cette approche et avoir des scores holistiques. Par exemple, ici, vous avez SIGA. Et on a reproduit Nova avec des pyramides technologiques en 9 niveaux technologiques. Donc, on a rajouté des critères un peu plus précis qui nous permettent d'aller des 4 premiers groupes qui ne sont pas transformés, peu transformés, transformés avec un peu de sucre, B2 avec beaucoup de sucre. Et puis ensuite, le groupe C, c'est les ultra transformés avec plusieurs niveaux, selon le nombre notamment de marqueurs d'ultra transformation. Et donc, vous voyez, l'application SIGA, on ne vous demande rien, c'est évidemment gratuit. Et SIGA va vous aider à repérer les aliments selon le degré de transformation et mettre en valeur justement ces fameux 1 tiers d'aliments industriels qui ne sont pas ultra transformés. Donc, avec 1 tiers d'aliments industriels non ultra transformés, il y a largement de quoi bien manger. J'en viens maintenant à la dernière partie, puisqu'il me reste à peine 10 minutes. Alors, c'est la règle des 3 V. Comme je suis un peu bavard, je ne vais pas détailler ce graphe, mais l'année dernière, si vous voulez, on a essayé de reconstituer les liens entre une consommation globale et massive d'aliments ultra transformés sur la planète et la durabilité des systèmes alimentaires. Et on s'est rendu compte que ces aliments sont associés à des systèmes alimentaires très dégradés à tous les niveaux, au niveau de la vie sociale, des traditions culinaires qui sont menacées, de l'environnement, de la santé avec les maladies chroniques, etc. Et donc, de manière aussi très empirique, on a eu la même démarche que les Brésiliens avec Nova. On s'est rendu compte que la relation alimentation, santé globale à droite était gouvernée par 3 dimensions génériques, c'est-à-dire presque universelles, qui sont imbriquées et qui sont mutuellement inclusives. Donc, le ratio produits animaux sur végétaux, végétal, la diversité variée, si possible biolocale et de saison, et la dimension qui était le chaînon manquant et la plus importante de toutes, le degré de transformation, qu'on a appelé vrai par opposition aux faux aliments ultra transformés, ce qui donne vrai végétal varié. Et vous voyez, alors ensuite, on a voulu voir où était le curseur.
sur ces dimensions. Alors, la variété, évidemment, le curseur, il n'y en a pas vraiment. C'est toujours, plus on va manger varié, plus on va apporter des composés protecteurs en synergie. Donc, la variété va jouer sur la synergie. Par contre, dans le végétal, je vous passe les détails des calculs, mais sur une base très exhaustive de la littérature scientifique publiée jusqu'à nos jours et des rapports de la FAO, de scénarios prospectifs faits au niveau mondial, on arrive à une médiane de 15% maximum de calories animales par jour. Ça veut dire 3 produits animaux maximum par jour, donc 1 par repas. En France, on est à 36. Pour le vrai, les aliments ultra transformés, on arrive à un seuil de précaution vraiment grand maximum de 15%, peut-être 10% quand on aura d'autres études. Mais 15% aujourd'hui paraît le seuil le plus commun à toutes les études publiées, c'est-à-dire de 1 à 2 produits par jour maximum. Et vous voyez que dans cet espace à 3 dimensions, on peut placer tous les régimes de la planète selon les 3 dimensions. Et les régimes sans doute les plus durables aujourd'hui pour la santé planétaire et humaine, c'est méditerranéen, okinawa, flexitarien. C'est-à-dire ils se rapprochent le plus des 15% et sont des régimes assez variés. Pourquoi ces règles sont robustes et universelles? Parce que si on supprime une des règles, ça ne marche plus. Si vous faites végétal vrai, monotone, ça ne protège plus la santé globale. C'est-à-dire que la monotonie crée des déficiences, voire des carences sévères, et ne stimule pas la biodiversité. Comme le font de plus en plus de Français qui mangent de plus en plus végétaux, eh bien, ils ultra-transforment de plus en plus. Donc, si vous mangez végétal ultra-transformé varié, comme on vient de le voir, ce n'est ni bon pour la santé humaine, ni pour les systèmes alimentaires. Et animal vrai varié n'est pas viable non plus, car trop de produits animaux n'est pas soutenable pour la planète. Et de nombreuses études aussi montrent des effets négatifs sur les maladies chroniques, enfin des effets plutôt, une augmentation du risque de maladies chroniques si on consomme trop de produits animaux, notamment des produits animaux transformés. Donc on voit bien qu'il faut que les 3 dimensions soient prises en compte. Ici, je vous ai mis une assiette 3V faite avec SIGA, avec en rouge, orange ici, ou plutôt marron, les produits animaux, et verticalement, le degré de transformation, avec au centre les ultra transformés, normalement transformés, et ici, peu ou pas transformés. Il y a une hiérarchie fondamentale à respecter dans cette règle. Il faut commencer par le vrai, c'est-à-dire séparer les ultra transformés des vrais aliments, car ça renvoie à l'effet matrice, et je vous rappelle que la matrice gouverne et les nutriments obéissent. Donc, la matrice est la plus importante. Ensuite, au sein des vrais aliments, on végétalise un peu plus, on essaye de consommer plus de calories végétales, donc on applique la règle végétale. Et au sein des vrais aliments végétaux et animaux, on varie. Et donc, le végétal et le varié s'adressent à la composition. Mais si le vrai, la matrice, est dégradée, la composition devient délétère pour la santé. Enfin, délétère, l'effet composition est dérégulé. Voilà. Et enfin, avant la conclusion, donc, ces 3 règles aussi se positionnent dans la chaîne agroalimentaire. Le producteur, qui est l'agriculteur ou l'éleveur, fournit le végétal et le varié, c'est-à-dire qu'il est un fournisseur de nutriments à la population. Cependant, si derrière le transformateur, qui est le chaînon manquant, qui a été beaucoup négligé, ne fait pas du vrai, c'est-à-dire maltraite les matrices alimentaires en les ultra-transformant, eh bien, la qualité du végétal et du varié va être dégradée, c'est-à-dire que les nutriments ne seront plus aussi bénéfiques au corps humain. Donc, c'est important que le transformateur se réforme et arrête de ultra-transformer, parce que si vous faites en amont du végétal, du bio, local et de saison, mais que vous ultra-transformez, ça ne sert pas à grand-chose au final, à part le bien-être animal, évidemment. Et enfin, le distributeur fournit au consommateur le 3V, en théorie, BLS. En conclusion, alors ce 15% de calories animales est évidemment un équilibre mondial. On y était en 2009, aujourd'hui on se rapproche des 20%, et déjà, vous voyez les conséquences dramatiques. C'est plutôt un équilibre mondial qui autorise évidemment une régionalisation et des variations selon les régions, les traditions culinaires, les conditions pédoclimatiques. La règle des 3V, c'est évidemment 0% d'élevage intensif que de l'extensif, c'est-à-dire qu'on mange moins de produits animaux, mais de meilleure qualité. C'est une règle flexitarienne. Nous pensons que c'est un indicateur holistique qui pourrait être très puissant et très simple à comprendre par le grand public en termes de prévention alimentaire et de santé publique. Je vous rassure, on a fait les calculs, mais je n'ai pas eu le temps de vous les présenter aujourd'hui, mais je pourrais vous les envoyer. On remplit tous ces besoins nutritionnels et tous les indicateurs nutritionnels sensibles passent dans le vert.
Le système idéal, ce serait un système de polyculture-élevage extensif de taille moyenne, qui est sans doute le mode de production le plus durable pour la planète. Évidemment, nous souhaiterions que cet outil puisse être utilisé par les programmes alimentaires territoriaux, la politique agricole commune, pour définir des directions solides, scientifiques, robustes, éthiques et durables. Donc, bien manger est très simple sur le papier. Vous voyez, ça peut se résumer en cette hiérarchie du global au spécifique. La première question à vous poser, c'est juste quelle est la qualité globale de mon régime. Donc nous, ce qu'on explique d'un point de vue scientifique, c'est qu'il faut que votre régime prenne en compte les 3 dimensions, vrai, végétal, varié. Cependant, on achète des aliments, pas des régimes. On achète des aliments un par un. Donc s'il devait y avoir un indicateur sur l'aliment, ce n'est pas la composition, mais le degré de transformation, qui est le seul utile. Aujourd'hui, il n'en existe que 2 au niveau mondial, c'est Nova et Siga. Donc, il faut lire la liste des ingrédients puisque Nova et Siga sont déterminés à partir de cette liste. Alors après, dans les vrais aliments, il y a 3 autres règles scientifiques qu'on peut appliquer. Préférer les aliments solides à liquides, les féculents complets à raffinés, et évidemment, limiter l'ajout de sel, sucre et gras. N'ayez pas la main trop lourde au niveau des ingrédients culinaires. Toutes ces règles sont évidemment validées scientifiquement et ont été bien démontrées. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en pratique pour terminer il faudrait revaloriser l'acte alimentaire. Le prix de l'alimentation aujourd'hui n'est pas le vrai prix de l'alimentation, c'est un faux prix. On achète des calories bon marché ultra transformées. On croit payer peu cher, mais en fait, c'est très, très cher à long terme pour la santé, la sécurité sociale et les mutuelles. Et pour la planète, c'est très, très cher en fait. Donc, il faudrait mieux mettre un peu plus cher éventuellement et ensuite, derrière, on aurait des économies gigantesques. On a même calculé en hypermarché qu'un panier 3V coûte 5% moins cher qu'un panier classique riche en produits animaux et ultra transformés. Donc, en fait, finalement, ça peut même être moins cher en hypermarché d'acheter 3V. Évidemment, nous mettons en avant l'éducation à l'alimentation, qui nous pensons devrait être dans le tronc commun, ce qui n'est pas le cas. C'est une éducation transversale, qui n'est pas contrôlée. Sans doute apprendre à cuisiner, retrouver le plaisir de cuisiner ensemble, en groupe, avec ses enfants, en famille. Et puis repenser les environnements alimentaires des enfants en restauration collective ou dans les lieux publics. Je n'ai pas le temps, mais sur mon blog personnel, et c'est fini, vous pourrez aller voir cette vidéo de 4 minutes. C'est la ville de Brest qui m'a invité il y a 2 ans, Brest Métropole, qui utilise mes travaux pour promouvoir l'alimentation au niveau de la métropole. Et ils ont fait ce qu'on appelle une Nutri-navette avec un escape game basé sur Nova, les 3V, et ils vont à la rencontre des collégiens, des lycéens et des étudiants en université avec la Nutri-navette pour les sensibiliser à ces règles holistiques qui me paraissent très simples à retenir. Et vous voyez que je n'ai jamais parlé de nutriments dans les 3V, je ne parle jamais de nutriments. Pourquoi ? Parce que pour rester en bonne santé, il n'y a pas besoin de règles basées sur les nutriments, il suffit juste d'avoir des règles génériques et surtout qualitative, car l'alimentation, et je terminerai là-dessus, est d'abord une science holistique et qualitative. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Fardet. Nous avons plusieurs questions. Oui, avec plaisir. C'était donc très riche, on a eu beaucoup d'informations, on vous remercie. J'ai une personne qui demande, peut-on affirmer que tous les additifs sont néfastes pour la santé ? Alors non, parce qu'il y a 339 additifs et il y a l'effet cocktail. Mais vous vous imaginez bien que les combinaisons possibles avec 339 additifs, qui vont dépendre des quantités consommées tous les jours, c'est des milliards de combinaisons. Donc, si vous voulez, nous, avec SIGA, on a pris en compte à partir des rapports de l'EFSA, de l'ANSES, de l'OMS. On a vraiment fait 4 ans de recherche. SIGA, c'est le seul score sur smartphone qui est réellement scientifique. C'est-à-dire, bon, il y a le Nutri-Score aussi, qui a de la science derrière, mais comme je vous l'ai démontré, c'est une science qui est réductionniste et qui n'est pas très utile à la société finalement. Donc, on a fait un gros travail scientifique. La méthode est publiée scientifiquement et on a repris tous les additifs. Et les additifs à risque, dans SIGA, font basculer dans les groupes ultra transformés et vous seront indiqués sur l'application. Et ces additifs à risque, c'est ceux qui ont dans les rapports officiels ce qu'on appelle le safety concern, c'est-à-dire une préoccupation de sécurité pour des femmes enceintes, les jeunes, etc. Donc, on a fait ce travail
Non, tous les additifs ne sont pas à risque. Vous avez des antioxydants et des conservateurs qui ne posent pas de problème, mais qui n'entrent pas dans la définition d'ultra transformé, comme je vous l'ai dit. Hein, parce que additifs de conservation et antioxydants, ce n'est pas un problème cosmétique, c'est vraiment un autre problème. On ne cherche pas à maquiller le produit. L'objectif n'est pas le même. Donc, l'ultra transformation, on est bien dans l'idée de cosmétique, c'est-à-dire colorant, texturant et modificateur de goût. Les colorants, c'est montré, aujourd'hui on le sait, que trop de colorants est associé à l'hyperactivité chez les enfants. Je pourrais aussi vous envoyer évidemment les articles scientifiques. Donc non, tous ne posent pas problème. Et ceux qui posent problème, nous, avec SIGA, on les a pris en compte dans l'algorithme et dans le classement de nos aliments. Très bien, merci beaucoup. Il y avait une question aussi sur la cuisson. Altère-t-elle la matrice des aliments? Oui, toute transformation modifie la matrice. Notamment, il y a des aliments qui ne peuvent pas être consommés crus. Les légumineuses, les céréales, par exemple, sont des aliments qu'il faut cuire. Donc, le problème n'est pas la modification de la matrice. Le problème, c'est jusqu'à quel degré on la modifie. Et l'ultra-transformation, c'est que ça va très loin. Soit on extrait les composés de la matrice, donc ce sont des composés sans matrice, il n'y a même plus de matrice, ou soit on utilise des traitements très drastiques, comme la cuisson-extrusion ou le soufflage, notamment sur les produits céréaliers, qui explosent la matrice. C'est-à-dire l'amidon était tellement déstructuré qu'on augmente l'index glycémique et finalement on transforme la fécule en une forme de confiserie. Donc, on va toujours modifier des matrices. Des fois, même, ça peut être bénéfique. Par exemple, la tomate, ça peut augmenter la biodisponibilité du lycopène. C'est bien connu. On sait que dans les sauces tomates, le lycopène est plus absorbable par l'organisme. Mais bon, après, la question est de savoir, est-ce qu'on a besoin qu'il soit plus absorbable? Est-ce que la nature n'est pas déjà bien faite? Mais oui, à part les produits que vous mangez bruts, comme des fruits entiers ou des salades de crudités, tout traitement modifie un peu la matrice, ça c'est évident. Et donc, voilà, la vraie question, retenez bien ça, nous, la question qui nous préoccupe, c'est quel est le degré acceptable de modification des matrices. Et ce degré qui n'est pas acceptable, c'est le cracking et l'artificialisation des matrices. Et justement, il y avait des questions par rapport aux laits végétaux et aux laits infantiles également. J'avais tout à l'heure une personne qui posait cette question-là. Est-ce qu'elles sont aussi ultra transformées? Oui, c'est le premier aliment ultra transformé, c'est le lait infantile. Ils sont pratiquement tous ultra transformés. Alors, attention, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de lait infantile, non. Il faut bien comprendre, les aliments ultra transformés, une de leurs intentions, c'est de remplacer les vrais aliments. Le pain de mie remplace le vrai pain. Le soda remplace l'eau. En Amérique du Sud, c'est exactement ce qui se passe. Le yaourt arôme fraise remplace la vraie fraise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les céréales du petit déjeuner pour enfants remplacent les céréales peu transformées, comme les flocons d'avoine ou les muesli. Les nuggets de poisson remplacent le vrai poisson, etc., etc. Et le lait infantile remplace le lait maternel. Donc, le message qu'il y a derrière, c'est de dire qu'on ne pourra jamais imiter le lait maternel et qu'il est irremplaçable et que c'est lui qui devrait être promu. C'est d'ailleurs l'OMS qui le promeut au niveau mondial. Après, si pour X raison, la maman ne veut pas allaiter, ne peut pas pour des raisons médicales, il faut évidemment aller vers les laits infantiles, même s'ils sont ultra transformés. J'ai été élevé au lait infantile, je suis toujours là, mais en tout cas, il y a beaucoup d'études scientifiques qui mettent en avant l'effet santé, les vertus santé du lait maternel, notamment sur les maladies chroniques plus tard. Par exemple, il y a une étude qui a montré que chez les enfants allaités au sein, ils avaient moins de maladies chroniques plus tard. Il y a des effets sur la microflore bactérienne, parce qu'en tétant le sein de la maman, on a une espèce de colonisation bactérienne qui est plus importante, plus bénéfique. Enfin, il y a plein d'effets bénéfiques à tous les niveaux. Donc l'idée, et je conclurai sur cette question, c'est pas de dénigrer les laits infantiles quand ils sont utilisés à bon escient, mais l'idée, c'est de dire que voilà, c'est plutôt le lait maternel qu'il faut prendre de sources confidentielles que dans des pays d'Asie du Sud-Est, notamment, dévalorisent le lait maternel pour vendre leur lait infantile. Et voilà, et ça n'est pas acceptable. Très bien, je vous remercie. Peut-être une dernière question sur le fructose. Une personne qui demande, peut-on affirmer que le fructose
ajouté est moins bon que celui présent dans un fruit? Il y a beaucoup d'études, notamment aux États-Unis, ils consomment. Alors, le fructose ajouté, c'est souvent issu des céréales, par le cracking, hein, c'est-à-dire que l'amidon de céréales est hydrolysé et ensuite une partie. Donc, quand on hydrolyse de l'amidon, ça donne du sirop de glucose, parce que l'amidon, c'est du glucose, c'est des milliards de molécules de glucose. Ensuite, on rajoute une deuxième enzyme pour convertir une partie du glucose en fructose, glucose-fructose. Et on sait qu'aux États-Unis, alors le fructose se transforme en matière grasse dans le foie. C'est pour ça qu'on appelle la stéatose hépatique ou foie gras humain la maladie du soda, parce qu'aux États-Unis, ils mettent beaucoup de fructose dans les sodas, ou la maladie de la malbouffe. Donc oui, ce fructose ajouté n'a pas la même valeur que le fructose du fruit, bien évidemment, en vertu de l'environnement matriciel. Le fructose ajouté est un marqueur d'ultratransformation, alors que le fructose dans le fruit est dans une matrice naturelle. Et comme je vous le disais, les études montrent plutôt un effet neutre ou protecteur vis-à-vis du diabète avec les fruits, alors que les études montrent que les gros consommateurs de fructose sont plus à risque de stéatose hépatique parce que le fructose est métabolisé par le foie en triglycérides hépatiques et au-delà de 5% d'engorgement de votre foie en triglycérides hépatiques, vous avez une stéatose hépatique. En France, on estime à 12% de stéatose hépatique dans la population adulte, mais au niveau, par exemple, américain, on est plutôt proche de 25%, le double. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Voilà, donc les personnes sont preneuses du support de présentation. Donc, j'ai bien noté pour ceux qui nous l'avaient demandé. Je vous l'ai envoyé, je crois déjà. Hein. Oui, exactement. Je l'ai déjà, donc il vous sera adressé. La conférence a été enregistrée, donc elle sera très probablement disponible sur notre site Internet par la suite. Pour tous les participants, je vous remercie de votre attention et de vos nombreuses questions. Je vois qu'on a eu beaucoup de merci. Voilà, les personnes ont l'air ravies. On va vous adresser un questionnaire d'évaluation via Zoom. Donc, merci de prendre quelques minutes pour y répondre afin qu'on puisse nous connaître votre satisfaction. Et puis, je vous remercie vraiment, Monsieur Fardet, pour cette intervention et toutes vos réponses. C'était un plaisir. C'était un plaisir, merci. On a appris beaucoup de choses et on va retenir qu'il faut manger vrai, varié, végétal. Oui, et puis dans les vrais aliments, toujours favoriser les formes solides à liquides, hein, sinon on n'aurait pas de dents. Et puis, féculents complets plutôt que raffinés. Et puis, dans les ingrédients culinaires, essayer de ne pas avoir la main trop lourde. Et puis, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Vous voyez, ça tient sur un timbre, les règles pour protéger. Et vous protégez la planète et votre santé. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de parler de nutriments, ça ne sert à rien. Les nutriments, c'est utile dans le curatif. Très bien. Donc, nous retiendrons ce message qui est en effet simple pour résumer l'ensemble de votre intervention. Exactement. Je vous remercie, Monsieur Fardet. Merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente journée. Et un bon repas pour ceux qui n'ont pas mangé.